Vous êtes sur Lumière Spirituelle. Bonjour. Vous est-il déjà arrivé de vous demander comment l'homme préhistorique de Néandertal ou plus tard de Cro-Magnon a pu devenir ce que nous sommes aujourd'hui? Par quel tour de passe-passe il a pu évoluer depuis quelques milliers d'années, partant d'un état quasi simiesque, vivant de chasse et de pêche, jusqu'à une technologie telle que celle que nous avons développée et qui domine actuellement le monde. Cet homme moderne se retrouve, aujourd'hui, seul devant sa destinée. Il est souvent athée, individualisé, intellectualisé, dans une société dont la finalité semble n'être que la compétition et le profit. Je n'ai eu pendant des années aucune idée vraiment personnelle au sujet de l'évolution humaine, jusqu'à la lecture du livre d'Édouard Schuré, Les grands initiés. C'est suite à ce texte qui m'a ouvert de nouveaux horizons que je vous livre ma réflexion sur le thème « D'où vient l'homme moderne ?» Je m'appelle Charlotte Lesturgie et dans ce premier podcast de Lumière Spirituelle, je vous invite à l'aventure dans les arcanes du temps et les circonvolutions complexes de l'évolution humaine. De même que dans le livre d'Édouard Schuré, notre première action sera d'ouvrir le testament vivant de la Grèce préhistorique. L'époque actuelle qu'il est convenu d'appeler moderne représente à plus d'un titre un moment charnière dans l'évolution de l'humanité. Il devient de plus en plus urgent de pouvoir répondre de la juste manière à l'injonction de Socrate. « Homme, connais-toi toi-même » et de rétablir aussi ce que fut le personnage de Socrate, comme celui des anciens Grecs. Car il semble bien que leur héritage n'en finit pas d'être revendiqué par les sociétés modernes. Comme quoi, quelques habitants du bord de la mer Égée auraient, dans un moment de génie créatif, inventé l'astrologie, la philosophie et la démocratie. Est-ce vraiment crédible ? Et si nous grattions un peu sous ce vernis de bon ton, pourrions-nous y découvrir que dessous le polissage qui recouvre la nature de la vérité, il y a souvent un creuset de forces mystérieuses auxquelles les livres d'histoire moderne n'accordent pas la moindre attention. Ce qui est évident pour toute personne interpellée par les arcanes de l'évolution, c'est que rares sont ceux qui cherchent un lien logique dans les événements passés, et légion sont ceux qui entassent et compilent les informations dans un souci d'ordre méthodique. Finalement, de la même manière que nous ne voyons que ce que nous sommes nous-mêmes, l'ère moderne ne retient que les noms de certains personnages historiques et les porte au nu, sans retenir ni comprendre que la fleur qui s'épanouit est autant la lumière et la pluie qu'elle a reçue, et l'humus dans lequel ses racines sont enterrées. Ainsi, les histoires des religions ont été cloisonnées en vertu de leurs leaders. Et il semble bien qu'ils en aient occulté plus d'un, peut-être du fait de l'incompréhension de la vraie valeur de ces personnages. Qui se souvient aujourd'hui d'Orphée, le Dorien aux cheveux blonds, qui jouait de sa lyre à 7 cordes et chantait d'une voix
mélodieuse au charme étrange. Celui qu'on appelait fils d'Apollon. Dans son livre Les Grands Initiés, Édouard Schuré le replace dans le contexte historique de l'époque. C'était au temps de Moïse, 5 siècles avant Homère, 13 siècles avant le Christ. La Grèce était profondément divisée par la religion et la politique. Ce que l'on peut dire aussi au regard de cette époque, c'est que les secteurs d'activité vraiment développés étaient le commerce et la guerre, donc la recherche de la possession et du pouvoir, d'autant plus que le mélange des peuples et des cultures qui consacrent la gloire d'une théologie sur l'autre créait une grande confusion. Les dieux et les cultes se faisaient de l'ombre. C'est dans ce contexte historique qu'il nous faut replacer Orphée. Orphée ou Arpha, ce qui veut dire celui qui guérit par la lumière, a-t-il été un envoyé afin d'effectuer un travail au service de l'humanité? Et auquel cas, que fut ce travail? Et pourquoi est-il tombé dans l'oubli? À moins que son apport n'ait été constitué de forces intangibles, nonobstant les phénomènes temporels, et que nous soyons, en fin de compte, les dépositaires de ce testament orphique, que le fruit de son travail, comme celui de tant d'autres, ait contribué à la venue de l'homme moderne, que ce fruit se soit amalgamé au psychisme de l'humanité en formation, et finalement que son enseignement soit toujours vivant en nous. Édouard Schuré nous apprend également que le jeune Orphée avait subitement disparu, et qu'on le disait mort, mais qu'en réalité il s'était enfui en Égypte où il avait demandé asile au prêtre de Memphis. Ayant traversé leur mystère, il était revenu au bout de 20 ans, sous le nom d'Orphée, nom qu'il avait conquis lors de son initiation par les épreuves surmontées. Si ces faits se sont déroulés 13 siècles avant le Christ, il s'agit donc d'une quinzaine de siècles par rapport à nous. Et on peut se demander pourquoi cette vieille histoire résonne en nous comme un motif connu. Vous êtes-vous déjà demandé si l'on pouvait reconnaître la vérité par rapport à l'erreur, à la falsification? Et cela sans parler d'intuition ou de bons ou mauvais pressentiments. Nous parlons ici des vérités universelles, celles dont nous sommes issus et qui touchent tous les êtres vivants de ce monde. Lors d'un parcours initiatique, l'œil intérieur s'ouvre et cette nouvelle sensibilité permet de mieux sentir les rapports vibratoires d'harmonie ou de disharmonie. Les approximations, les théories et hypothèses ont certes leur petite musique, leur petit motif vibratoire, mais elles jouent en solo. Et puis, après leur heure de gloire, quand le buzz est retombé, elles s'éteignent, tout simplement. Alors que si vous tenez la vérité, elle résonne, puis elle fait résonner le monde. C'est le motif de la vérité une et indivisible. Et à partir de cette musique d'harmonie, nous pouvons tirer un parallèle entre l'histoire de l'humanité, dont le tissu comporte souvent une répétition de motifs événementiels comportant des personnages historiques qu'Édouard Schuré appelle les grands initiés. Il est indéniable que certains êtres surgis au sein de l'humanité aient été de grands leaders et que leur action ait été le vecteur déterminant de l'évolution des peuples. Il est entré dans la mémoire collective que certains êtres ont des dons spécifiques qui font bouger les choses.
Mais de quelle manière sont-ils reliés entre eux? De fait, ce que le commun des mortels ignore souvent, c'est que les prédispositions personnelles ne suffisent pas. La nouvelle personnalité doit devenir un chercheur, c'est-à-dire qu'elle doit rechercher sa voie personnelle, son destin unique. Elle doit ensuite recevoir, de la part de maîtres spirituels, ou simplement lors de ses expérimentations de vie, une initiation constituée d'épreuves qui vont affirmer son caractère, sa détermination et finalement, au vu des résultats, lui donner son nom. Il faut comprendre ici la mécanique de l'évolution humaine. Il ne s'agit pas d'une ordonnance qu'on peut administrer, et les siècles qui nous séparent souvent des personnages dont la vie constitue une empreinte élébile dans le parcours vers la modernité. Ces longues périodes apportent également leur tribut de confusion et de désinformation. Quoi qu'il en soit, même si le parcours initiatique peut nous sembler quelque peu exotique, les sociétés modernes sont, tout compte fait, encore plus ou moins formatées de la sorte. On se cherche toujours une voie ou profession, et l'éducation ainsi que les études sont les épreuves qui vont décider de notre nom final dans la société. Visiblement, ces modèles modernes sont des versions très déformées de l'antique concept d'initiation. L'initiation égyptienne était une initiation spirituelle complète, appelée initiation d'Isis et d'Osiris, axée sur la purification intérieure et l'épreuve de la mort du moi. Son objectif était une transfiguration complète et l'accession à un plus haut niveau de conscience et de vie humaine. Pour en revenir à Orphée, lorsqu'il fut de retour en Grèce, il jeta les bases du tribunal des Amphictyons, qui devint l'unité sociale de ce pays. Il unifia la religion de Zeus avec celle de Dionysos, dans une pensée universelle. Par la création des mystères, il forma l'âme religieuse de sa patrie. Selon Édouard Schuré, les initiés recevaient par ses enseignements la pure lumière des vérités sublimes, et cette même lumière parvenait au peuple, plus tempérée, mais non moins bienfaisante, sous le voile de la poésie et de fêtes enchanteresses. Ainsi, il créa le terreau fertile dans lequel le surgeon de la civilisation moderne allait pouvoir jeter ses racines et, par là même, cultiver tous les arts et les sciences qui ont fleuri au bord de la mer Égée. Ainsi, il devient clair à nos yeux, ce qui restera toujours caché à un monde uniquement tourné vers la matière, que c'est d'une impulsion spirituelle que jaillit le développement de l'être humain, et qu'il est porté par des myriades de créatures issues du plan divin et venant au secours de l'humanité engluée dans le temps. Ainsi, l'Égypte nous a apporté l'amour universel dans le savoir, et la Grèce l'a intégré dans un message de beauté et de philosophie. On peut dire que dans les lueurs de ce jour à venir, une image se forme lentement, mais elle est encore bien floue. Elle est floue à bien des égards. La conscience de l'homme moderne doit, et c'est critique, devenir autonome, apprendre à penser par elle-même, n'être plus le jouet des événements extérieurs changeants, mais par l'étude de ces phénomènes extérieurs, se constituer un socle intérieur inamovible
de savoir vivant et raisonnant, ainsi que de dialogue intuitif. Donc, homme, connais-toi toi-même. Ainsi, après Orphée, où s'orchestrèrent les bases structurelles d'un nouvel âge, on ne saurait se passer d'évoquer l'initié du plein soleil de la Grèce, Pythagore. Pour beaucoup d'entre nous, ce nom n'est associé qu'à un certain théorème appris lors des cours de géométrie. Et c'est malheureusement logique, depuis la destruction de l'ésotérisme chrétien au second siècle de notre ère, alors que la religion se dissociait de tout bagage scientifique au nom du dogme, Pythagore est l'organisateur de la science ésotérique et de la philosophie des écoles. Il est de ces génies sublimes qui métamorphosent l'humanité. Dans sa préface des Vers dorés de Pythagore, Fabre d'Olivet constate que sa classification de l'essence primitive des individus ou relation aux 4 éthers humains correspond aux 4 degrés de l'initiation pythagoricienne et fait le fond de toutes les initiations jusqu'à celle des francs-maçons primitifs qui possédaient quelques bribes de la doctrine ésotérique. Curieusement, dans un orchestre symphonique, il y a aussi 4 familles d'instruments. Les percussions, qui ont une vibration proche de la terre. Deuxièmement, la première partie des instruments à vent, les cuivres. Leur son inductif coule comme une source, qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, car notre corps physique répond à sa vibration. Il s'agit de l'eau. Troisièmement, les cordes, des instruments dont la dynamique peut suggérer un lever de soleil dans son amplitude ou la flamme violente crachée d'un volcan. Donc le feu. Quatrièmement, la deuxième partie des instruments à vent, les bois, dont la douce sonorité éveille la conscience. Donc l'air. Beaucoup de sources subsistent sur la musique de la Grèce antique. On a par exemple pu déchiffrer une 40aine de partitions dans la notation musicale grecque et les théories musicales de Pythagore et d'Aristoxène sont bien documentées. Formateur, bâtisseur, initiateur, Pythagore a non seulement enseigné, mais ne craignait pas d'intervenir afin d'organiser et de pacifier. À Crotone, colonie archéenne à constitution aristocratique, il organisa au-dessus du Conseil des 1000 le Conseil des 300, recruté parmi les seuls initiés. Édouard Schuré nous dit à ce sujet: ce qu'il réalisa pour un moment resta le rêve de tous les initiés qui s'occupèrent de politique. Introduire le principe de l'initiation et de l'examen dans le gouvernement de l'État, et réconcilier en cette synthèse supérieure le principe électif ou démocratique avec un gouvernement constitué par la sélection de l'intelligence et de la vertu. Quelques siècles plus tard, Socrate enseignait les principes du beau et du vrai, retranscrits et adaptés par son disciple Platon. Ce dernier s'inspira aussi des écrits orphiques et pythagoriciens, sa naissance le plaçant au temps de la Grèce déjà décadente. En regard de ce qui précède, on peut dire que les sociétés modernes sont, sans conteste, extrêmement influencées par ce qui s'est passé en Grèce il y a quelques 15 siècles. Alors on peut se poser la question brûlante: où cette longue marche a-t-elle commencé? Où est la vraie racine de l'origine de ce périple vers la condition d'homme moderne que nous connaissons aujourd'hui en Occident? Est-ce une évolution empirique du pas qui pousse le suivant,
Ou dans le cas contraire, peut-on dégager une logique, un fil d'Ariane subtil, voire une loi fondamentale de cette progression? Où et quand cela a-t-il commencé? Vous l'aurez compris, le but de cette réflexion n'est pas de réinventer la roue, de faire des déclarations fracassantes sur les dernières découvertes à la mode. Non, le but est de se réaligner sur le travail des grands initiés, comme l'a fait Édouard Schuré. Suivre leur voie, essayer de comprendre leurs traces et en faire une synthèse personnelle, plus actuelle, afin de devenir nous aussi des travailleurs dans le grand champ d'évolution de l'humanité. Une voix de plus se mêlant au message universel adressé de tout temps aux hommes qui cherchent la lumière. Dans mon prochain podcast sur le thème « D'où vient l'homme moderne ?», je vais parler d'une évolution lointaine, mais qui nous touche de près. Le cycle arien. Je m'appelle Charlotte Lesturgie. Merci de votre écoute. Je vous retrouve dans le deuxième volet de ma démonstration.